Bonjour. J'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième journée du colloque Sport et Recherche en Pays de la Loire. Bienvenue à l'UFR STAPS de l'Université de Nantes. J'ai l'immense plaisir aussi, que j'essaie de dissimuler un petit peu, d'accueillir Gaël Guilhem. Pour deux raisons. La première qui résonne avec eh bien, ce colloque et le réseau particulier Recherche et Sport en Pays de la Loire, puisque Gaël Guilhem a été le premier, et dernier d'ailleurs aussi, salarié du réseau, puisqu'il a été allocataire de recherche et a réalisé sa thèse alors sur une subvention du conseil régional qui était allouée à ce réseau pour soutenir son activité scientifique. Et il a réalisé donc sa thèse dans notre laboratoire, ici à l'UFR STAPS, dans ces années-là, et ça a été un immense plaisir de l'accompagner durant cette formation. Et puis, on est aussi ravis de l'accueillir parce qu'aujourd'hui, il a une position que je vais qualifier d'un peu dominante dans ce qui est en train de se passer autour ou en prévision ou en perspective plutôt des Jeux Olympiques de 2024, puisqu'il dirige le laboratoire de physiologie et biomécanique de l'INSEP. Et donc, à ce titre-là, eh bien, à cette position que de responsable d'un laboratoire qui est évidemment très engagé dans ces problématiques de recherche fondamentale et appliquée autour d'objets concernant la performance sportive, mais aussi très engagé dans le suivi scientifique de la performance et au service justement des athlètes et de leur encadrement. Et c'est de cela dont il va s'agir ce matin. Je te remercie d'emblée de ta présence et participation ce matin. Et puis je sens qu'on va bien rigoler compte tenu de la première illustration sur cette première diapositive. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Je ne sais pas si on va se marrer, hein. C'était histoire de briser la glace un vendredi matin. Merci beaucoup Arnaud pour l'introduction. C'est un réel plaisir aussi pour moi d'être là. C'est un peu particulier. Alors ma thèse, je ne l'ai pas soutenue dans l'amphi à côté il y a quelques années maintenant. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu parce que moi aussi je voulais faire un clin d'œil au réseau. Donc effectivement, on va parler de sciences appliquées à la performance sportive. Et contrairement à ce que tu viens de dire, je pense que peut-être ce qui va transparaître en filigrane, c'est que non, en France, on n'a pas vraiment une position dominante. Alors, je voulais commencer par cette image d'Épinal. En fait, quand je viens ici à Nantes, ça me rappelle un jour d'automne en 2006 où j'ai pris le tram le long de la ligne 2 et il faisait très très beau. Je suis venu ici pour un entretien avec Arnaud Guével donc, et Christophe Cornu, mes deux futurs directeurs de thèse. Et finalement, à chaque fois que je viens, à chaque fois que je descends du train, c'est ça qui me reste, ce plaisir de venir à Nantes. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je vois beaucoup d'étudiants dans l'amphi et je pense que voilà, vous avez une chance incroyable d'étudier ici. Et pour moi, ça a été une très belle opportunité. Alors, c'est aussi l'occasion donc, de remercier deux personnes en particulier, parce que si je suis venu à Nantes, c'est en particulier grâce à François Hugues, sur le dessus de l'image, qui m'a dit à la sortie de mon master, qu'il avait dirigé à l'époque à l'INSEP, écoute, il y a une bourse, il y a un contrat possible à Nantes, tu devrais jeter un œil. Et puis bon, j'ai pris le train, je suis monté, et puis j'ai rencontré Arnaud et Christophe qui m'ont accompagné. Et puis vous avez à votre droite, je suis allé un peu piocher dans mes archives, mon dossier de candidature de l'époque en 2006 pour cette thèse. Je vais vous passer le sujet de la thèse. Je pense que je suis déjà intervenu ici à plusieurs occasions, et puis c'est pas forcément ce qui nous rassemble ce matin. Et puis c'est l'occasion évidemment de vous dire que grâce au réseau qui organise ce colloque aujourd'hui, j'ai pu effectivement réaliser cette thèse et puis faire un certain nombre de choses par la suite. Je suis effectivement très content des missions que j'occupe, que j'ai occupées puis que je continue à occuper aujourd'hui. Et je pense, j'étais à la réunion, alors j'ai plus en tête si c'était le CA ou l'Assemblée Générale plutôt, hier après-midi, qui se posait un certain nombre de questions sur le devenir du réseau. Je pense qu'il y a des bonnes questions qui ont été posées, mais à mon avis, ce sont des initiatives qu'il faut préserver, puisque
ça permet, je pense, de faire un certain nombre de choses très intéressantes et notamment de contribuer à développer cette activité scientifique pour la performance. Donc ça me rappelle aussi quelques moments sympas. Pour ceux qui ne connaissent pas Tis et ses dessins sur la thèse, moi, encore une fois, quand j'ai fait ma thèse ici à Nantes, ça a été plutôt des bons moments, avec des gens comme Alexandre Fourré, qui a été mon partenaire de thèse, qui faisait aussi le ménage quand le système qui permettait de faire de l'écho fuyait, et puis des bons moments avec l'ensemble des collègues. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cette occasion que je voulais faire. Bon, je vous rassure, je vais pas parler que de ça ce matin. Alors Arnaud m'a contacté au début de l'année pour me proposer cette intervention dans le cadre du colloque. Alors au début, j'ai dit oui tout de suite, évidemment, je me suis pas posé la question. Puis petit à petit, pour ceux qui ont déjà vu cette conférence de Tim Urban, ça a été un peu le panic monster, parce que je me suis dit, est-ce que je fais une conférence, une intervention scientifique classique? Et puis très vite, ça a été non. Je me suis dit, ça va pas être très intéressant de faire un déroulé de nos travaux. Je pense qu'on est dans un contexte un peu particulier sur ces questions-là. Et donc peut-être essayer, j'ai dit je vais me faire plaisir, je vais plutôt essayer de partager l'état actuel de mes réflexions pour en discuter, savoir un petit peu qu'est-ce qu'en pensent des collègues aussi très impliqués sur ces enjeux-là. Quelques messages aussi, quelques expériences, puisque même si j'occupe depuis maintenant 2 ans et demi cette fonction de directeur, ça fait 10 ans bientôt que je travaille à l'INSEP. Et puis, alors je ne fais pas un bilan encore, mais je me retourne et je vois qu'il y a des choses qui ont avancé, et puis il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on bute encore pas mal, et donc ça peut être intéressant d'essayer de discuter ensemble des solutions potentielles. Alors je voulais commencer par un message quand même très positif. Le 3 octobre 2016, donc, il y a eu une grande réunion qui s'est produite à l'INSEP, donc autour des états généraux du sport de haut niveau. Il s'est dit beaucoup de choses. Et puis, nous, on a voulu retenir une chose qui a été pour la première fois affirmée, c'était que développer l'expertise scientifique et technologique au service de la haute performance devait être une des mesures à mettre en place pour atteindre l'excellence sportive. Ce qui, en France, finalement, reste quelque chose d'assez balbutiant encore. On peut revenir sur la discussion d'hier, des discussions qu'on peut avoir à l'INSEP. Une des discussions hier, c'était comment attirer les acteurs du sport pour venir discuter des enjeux scientifiques. Je vous rassure, à l'INSEP, nous aussi, on est au cœur du dispositif et on a parfois aussi des difficultés à attirer les acteurs, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais pour un certain nombre de raisons, et notamment liées à leurs contraintes. On pourra d'ailleurs en discuter. Là-dessus, je vais passer assez vite, mais il faut quand même le dire. Voilà, on est encore une fois dans un contexte particulier. Les Jeux sont dans maintenant un peu moins de 6 ans à Paris. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que la décision a été prise qu'on organise les Jeux. Et puis, vous verrez qu'au fur et à mesure de mon discours, même en discutant avec certains d'entre vous, j'ai souvent entendu « mais c'est génial, vous allez avoir plus de moyens, vous allez être plus nombreux, vous allez pouvoir développer l'activité ». On verra qu'en fait, le statut est à peu près le même aujourd'hui que le 13 septembre 2017, en tout cas en ce qui concerne les moyens. On a traversé aussi une séquence d'analyse de la situation. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'ensemble de ces documents sont publics. Vous pouvez accéder dessus sur Internet très facilement. Donc 2 rapports de l'inspection générale et puis un rapport de la mission d'études pour la haute performance qui ont fait un état des lieux de la situation aujourd'hui. Alors ça ne parle pas, voire très peu de science, mais il y a quand même quelques éléments sur lesquels on va s'arrêter. Et puis il y a une section assez importante sur le comparatif avec l'étranger qui est assez intéressante, assez édifiante pour essayer peut-être de retirer quelques éléments qui pourraient nous permettre de construire l'avenir aussi sur cet enjeu scientifique. Donc c'est des rapports qui ont été publiés entre octobre 2017 et janvier 2018. Alors lorsque vous consultez ces rapports, le choix que j'ai fait, c'était de vous présenter le nombre de médailles moyens remportés par les 10 premières, les nations classées les 10 premières lorsque vous prenez le nombre moyen de médailles depuis 1996. Pourquoi 1996 ? C'est une date intéressante parce que c'est l'échec ultime pour les Britanniques. Ils finissent, je crois, 36e avec une seule médaille d'or en 96. Et ça a été
pas l'élément déclencheur, mais un vrai accélérateur de la situation actuelle du Royaume-Uni, qui là, aujourd'hui, se classe dans ce classement à la 6e place, mais vous savez tous qu'ils sont montés sur le podium lors des Jeux qu'ils ont organisés, et ils ont fini à la 2e place à Rio, avec, finalement, on nous parle des moyens, mais finalement, lorsqu'on regarde, on va pas prendre l'ensemble des nations, et on va essayer de comparer avec des pays avec lesquels on peut se comparer, l'Allemagne, l'Australie dans une certaine mesure, la Grande-Bretagne et la France. Lorsque vous regardez, vous analysez les budgets qui sont consacrés au haut niveau, je ne parle pas de la science appliquée à la performance, mais lorsque vous comparez les budgets, finalement, on consacre à peu près les mêmes moyens à ce secteur-là. Excepté l'Australie, mais qui a une population beaucoup plus faible que la nôtre. Donc c'est intéressant. Alors après, évidemment, il ne faut pas prendre ces chiffres de manière brute. Il y a une analyse un petit peu plus fine à faire, puisque je n'ai pas de chiffres, il n'y a d'ailleurs, à mon avis, pas de chiffres détaillés, publiés, qui permettent de faire ce comparatif. Mais si sur ces moyens-là, on regardait quels moyens étaient consacrés à la science appliquée à la perf, cette fois-ci, on aurait des déséquilibres relativement conséquents. Donc je vais revenir sur ces différents modèles et puis vous parler aussi de quelques expériences. Une des chances incroyables qu'on a à l'INSEP, c'est que sans bouger, on rencontre, pas la Terre entière, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'ensemble de la planète pour voir un peu ce qu'on fait, prendre de l'information. Et puis on en prend également et ça nous permet de voir un peu qu'est-ce qui se fait à l'étranger. Et puis concrètement, de notre place de chercheur, on tombe souvent de notre chaise. Quand on compare à l'Allemagne, concrètement, et ça aussi en tout cas moi c'est un message que je retiens et qui finalement est bien ancré maintenant, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, on se rend compte à quel point l'approche scientifique est ancrée dans les pratiques. Il n'y a qu'à voir le nombre d'instituts de recherche, je ne parle même pas du nombre de chercheurs, mais qui sont consacrés à cet objet-là. Et je ne parle même pas, il y a un autre centre de recherche qui est consacré aux équipements sportifs. Vous voyez qu'on est déjà sur 3 centres très identifiés. Je vous invite notamment à aller voir la vidéo de présentation de l'IAT, qui est assez édifiante, assez intéressante, très bien faite d'ailleurs, qui permet de voir un petit peu les travaux qui sont faits là-bas. Et encore une fois, en tout cas, de mon point de vue, on est assez envieux quand on voit à la fois les moyens et puis les processus, on aura l'occasion d'en discuter aussi de ça, qui sont mis en place. Dans les différents rapports dont j'ai parlé, on parle beaucoup du modèle britannique. En fait, en tout cas, c'est l'analyse qui en est faite par les pouvoirs publics français. Beaucoup de modèles aujourd'hui qui sont présentés comme produisant de la performance se sont inspirés d'anciens modèles du bloc de l'Est, la Russie et l'Allemagne notamment. Pendant une période, on a beaucoup parlé de l'Australie et de l'AIS. En 2010, on a quelques collègues qui sont partis là-bas pour une mission autour de la question de la récupération. Un collègue de l'Université de Nantes a participé notamment à cette mission, Sylvain, que je cherche du regard, que je ne trouve pas, et qui doit être dans la salle. C'était, on va dire, un des axes de travail forts en 2010 à l'INSEP. Donc dans cette mission, les collègues ont rencontré un certain nombre de personnes et évidemment ont échangé. Le budget annuel de cet institut en 2010 c'était 25 millions d'euros avec 2 sections. Et vous verrez que c'est un peu la manière aussi dont nous on structure notre activité, même si on n'est pas, encore une fois, on n'a pas les mêmes moyens. Une section performance support qu'on pourrait appeler expertise ou accompagnement scientifique, puis une section recherche. Et finalement, dans l'organisation, même si évidemment il y a des singularités, le modèle est relativement proche de ce qui se passe à l'INSEP. Et puis, les informations qu'ont extrait les collègues, en tout cas sur la question de la récupération, ont largement influencé ce qui a été mis en place à l'INSEP à l'époque, autour de cette question. Mais lorsqu'on regarde les équipes, là c'est très intéressant. Ils ont discuté avec le responsable du département bioméca. En 2010, pour ce seul département, c'était 14 chercheurs, 4 techniciens, 7 doctorants. Ce n'est pas tout à fait les effectifs du laboratoire dans lequel je travaille aujourd'hui, mais c'est un chercheur de plus que pour l'ensemble du laboratoire. Arnaud a dit que j'étais directeur du laboratoire de biomécanique et physiologie. Non, je suis directeur du laboratoire dans son intégralité. Et au total, nous sommes 13 chercheurs, 3 ingénieurs. Pour l'ensemble des thématiques allant de la sociologie jusqu'à la biomécanique, en passant par la psychologie, la sociologie et les neurosciences. 7 doctorants.
Donc déjà, on pointe cette question des moyens humains. Souvent, nous en tout cas, nous, ce qu'on peut entendre comme limite, c'est qu'on n'est pas partout, on ne répond pas à tous les enjeux. Ben oui, on n'a pas les moyens de pouvoir répondre à l'ensemble des sports. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie frustration. En tout cas, en tant que directeur de labo, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à accepter, surtout lorsqu'on a de l'énergie et des idées. Je vais pas trop en parler, parce qu'en tout cas, nous, à l'INSEP, on a beaucoup entendu parler du modèle UK Sport, mais on va s'arrêter quand même 2 secondes dessus. Le modèle UK Sport, donc, c'est une agence, et finalement, même si on ne va pas reproduire le modèle à l'identique, ce qui est en train de se mettre en place en France s'inspire quand même relativement de ce qui est mis en place chez les Britanniques. Donc la mission est simple, figurer parmi les toutes premières nations modèles aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Jusqu'à présent, ils ont plutôt bien réussi. C'est la tutelle de l'EIS, qui est l'équivalent de l'INSEP. Et puis, je vous ai mis quelques exemples. Encore une fois, ce qui est assez intéressant avec les Britanniques, vous allez sur leur site, alors, tout n'est pas accessible évidemment, mais sur les moyens mis en jeu, vous avez à la virgule près l'argent qui est consacré pour chacun des sports. Alors, ça ne concerne pas que la science, mais ça vous permet d'avoir une idée des enveloppes qui sont consacrées. 11 millions d'euros pour l'Olympiade 2020 pour le taekwondo, 25 millions d'euros pour la natation. Les collègues qui travaillent dans les fédérations se feront une idée par rapport au budget dont ils disposent. Et puis, ce qu'on oublie de dire aussi lorsqu'on parle de ce modèle-là, c'est que oui, il y a UK Sport, mais il y a aussi des agences pour chacun des pays, notamment Sport Wales, Sport Scotland et Sport Northern Ireland, qui ont aussi des moyens qui sont dédiés à cette mission-là. Et je vous l'ai dit, avec au final une enveloppe qui est assez proche de celle que nous, on consacre. Alors encore une fois, dans les rapports, la comparaison qui est quand même modérée, c'est que le système est beaucoup plus agile, c'est le mot qui revient souvent chez les Britanniques, puisque en France, l'ensemble des moyens qui sont dédiés au haut niveau font marcher l'ensemble du système. Et en tout cas, la comparaison n'est pas forcément hyper évidente à faire. En tout cas, ne pas comparer uniquement les moyens qui sont mis en jeu. Alors, lorsqu'on va sur le site de l'UIS, vous avez un petit peu la structuration lorsque vous analysez ou vous vous intéressez uniquement à l'approche scientifique. On va dire la nomenclature qui est adoptée, elle est relativement proche encore de secteurs d'activité scientifique, biomécanique, physiologie, psychologie, et puis ensuite, donc performance lifestyle, on en parlera un petit peu, nutrition, analyse de la performance et préparation physique, pardon. Donc, on va dire des départements, encore une fois, assez proches de ce qui existe à l'AIS, par exemple. Et encore une fois, des collègues se sont rendus à l'EIS je vais dire une bêtise, mais je crois en 2014. Et un des messages, en tout cas, que j'ai entendu de manière récurrente, c'est que lorsque vous regardez les process et les organisations, vous avez des scientifiques impliqués à tous les étages de décision. On y reviendra pour ce qui s'agit de la France. Ce qui ressort aussi, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, c'est que les objectifs sont formalisés, fixés, sont très clairs, ils sont partagés, et c'est ce qu'ils appellent le « qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ?» On le pose, c'est-à-dire que c'est pas flou, c'est pas diffus dans l'air, on le pose. De quels moyens on a besoin, de quels objectifs on vise. Et puis, c'est un slogan, donc on peut en faire l'analyse qu'on veut, mais ce qui est affiché, c'est pas de compromis et donc des exigences. C'est même écrit comme ça, pas de place pour la médiocrité. Donc c'est la façon britannique de voir les choses. Et un contrôle permanent aussi sur l'avancée des projets. Lorsque UK Sport est venu nous présenter après les Jeux de Londres leur processus, c'est vraiment ça, pas simplement donner des moyens, mais aussi contrôler que les différentes étapes sont franchies, que les objectifs sont atteints. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a des gros progrès à faire, je pense. Je n'ai pas tout listé, mais dans les points aussi qui apparaissent comme intéressants, c'est l'apport stratégique des entreprises, la proximité avec les entreprises, notamment sur les aspects technologiques, leur ont permis, c'est pas que les moyens, leur ont permis d'accélérer, de catalyser l'efficacité de leurs travaux. Et puis moi, un point qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est que, donc il y a un chiffre qui s'affiche en gros, c'est que 93% des médaillés aux Jeux à Rio ont été accompagnés par l'EIS. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que 122 agents de l'EIS étaient à Rio. En ce qui concerne l'INSEP, je ne sais pas combien d'agents étaient présents, mais ce que je sais, c'est que
pour les aspects scientifiques, on avait une collègue sur place qui a payé son billet d'avion, qui a été pour accompagner une fédération avec laquelle elle travaillait de manière très proche. Mais ça ne s'inscrivait pas dans une stratégie d'accompagnement fixée par nos responsables de l'INSEP. En tout cas, voilà, ça ne fait pas partie des priorités, et ça peut s'entendre, on peut évidemment en discuter. Mais on sait, lorsque les gens reviennent de Rio, on entend parler de cellules de veille avec, en dehors du village olympique, avec des retours sur ce qui se passe, avec une analyse des pratiques des autres nations, chose que, en tout cas à ma connaissance, est très peu fait ou de manière, on va dire, encore une fois, pas formalisée. Donc je ne sais pas si tout ça contribue à la performance, mais ce que je sais, c'est qu'eux mettent ça en place et qu'ils finissent deuxième à Rio et que nous, on reste relativement proche on reste à notre 7e place depuis maintenant 2 ou 3 Olympiades. Alors, dans les rapports, ils n'en parlent pas, mais j'ai voulu mettre un petit focus sur d'autres nations qui, à mon avis, doivent être regardées de très près. La Nouvelle-Zélande, on a accueilli récemment le responsable du département innovation, performance de Nouvelle-Zélande. On discute avec lui, et bon, la première question qu'on envoie, c'était pas moi qui l'a rencontré, mais c'est Antoine Couturier, notre ingénieur de recherche. 120 agents, dont 80 chercheurs ingénieurs. Donc là, on voit que dans la structuration même, le tissu, le maillage de compétences sur lesquelles les gens peuvent compter, ce sont des compétences scientifiques pour les 2/3 d'entre elles. Et puis, on va dire des secteurs de compétences très identifiés sur les matériaux, le biofeedback, des interventions autour de la santé, des choses que nous, on peut faire aussi, et puis la prévention de la blessure et l'optimisation de l'entraînement, ça, c'est des choses qui recoupent pas mal ce qu'on fait, mais du coup, avec autant de compétences, évidemment, autant de personnes, évidemment qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et être présent, sans doute, dans l'ensemble des disciplines, ce que, très honnêtement, nous, on est incapable de faire aujourd'hui. Des principes aussi, des éléments qui peuvent aussi nous guider dans ce qu'on met en place au quotidien. Encore une fois, on peut en discuter, c'est des slogans, ça peut être de la com, mais quelque part, c'est aussi des choses qui structurent nos missions au quotidien. Assurer que chaque idée a un lien avec les médailles. Alors, bon, je ne sais pas comment ils font, moi personnellement, je trouve ça compliqué, mais voilà, c'est cette idée que lorsqu'on engage un projet, il faut s'assurer qu'il y a un impact ou que potentiellement il pourrait y en avoir un demain. S'assurer qu'on priorise la demande qui vient du coach ou de l'athlète, que dans les athlètes concernés, il y a des champions. Ça aussi, je ne sais pas comment ils font, parce que les collègues des fédérations, certains sont là aujourd'hui. C'est certain que nous, on ne touche pas nécessairement dans un premier temps, c'est rare, à l'élite, et il y a tout un dialogue qui se met en place au départ. Ce qui est aussi très intéressant, c'est cette idée qu'on doit se baser sur des modèles établis, en tout cas ce qu'ils appellent l'evidence-based, c'est-à-dire qu'on ne part pas de connaissances empiriques, et de ça aussi on pourrait discuter, puisque, encore une fois, dans les questions qui sont posées, on se rend compte que, ou dans les problématiques qui sont abordées, il y a encore tout un travail, en tout cas dans les discussions que nous on peut avoir, pour arriver à aller sur des problématiques bien posées. Souvent, des questions qui nous viennent peuvent être, pas solutionnées, mais une grande partie de la réponse se trouve déjà dans les connaissances existantes. Et de ça, on pourra discuter aussi, la formation des cadres et comment la science contribue à la formation des cadres. Et puis, évaluer l'impact, enfin le rêve qu'on vend, et puis ce qui va finalement se produire. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant et que concrètement, nous ne faisons pas du tout, cette notion d'évaluation. Et puis, en décembre 2016, avec un collègue, Giuseppe Rabita, nous sommes rendus à l'Olympiade Open et à l'École norvégienne des sciences du sport, à Oslo. Et on n'est resté que 2 jours, mais en 2 jours, on a déjà pu voir ce qui pouvait nous séparer. Alors la Norvège, ils ne combattent pas dans la même catégorie aux Jeux d'hiver, mais on combat pas au GDT, pardon, mais de la même manière, on ne combat pas dans la même catégorie aux Jeux d'hiver, parce que c'est eux qui ont remporté les derniers, en tout cas, ils ont fini à la première place des derniers Jeux d'hiver. Une séquence qui nous a vraiment marqué, c'est le fait que, alors je crois que c'est 1 fois par mois, ce qui est mis en place à l'Olympiade Open, c'est des séquences, alors c'est pas toute la matinée, mais c'est des séquences théoriques avec des présentations où se trouvent kinés, préparateurs physiques, chercheurs, entraîneurs. Donc nous, on a l'occasion de présenter une partie de nos travaux. Et puis des séquences alternées, alors en salle de musculation, sur la piste de ski ou avec des entraîneurs, ou sur une thématique partagent l'ensemble de ces compétences. Donc vous me direz, oui, c'est assez trivial, mais en fait,
c'est pas trop mis en place, d'une part, et d'autre part, ce qui nous est revenu comme élément assez intéressant, il y avait un préparateur physique français qui était sur site, qui nous a dit, moi, ce qui me marque, c'est la posture des gens qui est d'emblée bienveillante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défiance, ou de, on va dire, de lutte de territoire, c'est un peu trop fort, mais on partage, et nos cultures différentes ou nos formations différentes ne nous empêchent pas de trouver des consensus ou des points de vue qui s'accordent sur un certain nombre de points, et ça nous permet d'avancer. Encore une fois, je ne sais pas si c'est ça qui fait la force de la Norvège, mais sur ces aspects-là, on a pu constater cette singularité, c'était très intéressant. Et donc c'est cette notion de ne pas simplement être des chercheurs qui font du travail scientifique de qualité, mais être capable d'intégrer, de communiquer, de partager, et c'est ça qui fait à un moment donné la qualité du travail. En tout cas, c'est ce qui ressort dans beaucoup de points de vue de collègues qui sont très spécialistes de cette pratique de la science pour la performance. Alors que retenir de tout ça ? C'est évidemment pas exhaustif, et puis peut-être que vous avez votre point de vue différent aussi. Moi, ce que je retiens, c'est une démarche rigoureuse. À mon avis, c'est très important. Des compétences qui sont nombreuses et diversifiées. J'ai fait le choix de ne pas trop parler des moyens, mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas les capacités qu'ont l'ensemble des équipes que je vous ai présentées juste avant. Avec des compétences diversifiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des chercheurs en mathématiques ou en physique ou en ingénierie, on a l'ensemble de la chaîne de transfert de connaissances, et ça aussi, on pourra y revenir. Des objectifs et des processus clairs et formalisés, ça, je pense que ça va mettre du temps à venir. Des secteurs d'activité de recherche identifiés. Vous allez voir que quand je vais vous présenter l'évolution de notre équipe de recherche, ça brasse très large. Et oui, on n'a pas le choix, c'est la réalité de notre équipe. Mais quand je constate ce qui est affiché à l'étranger, on est sur des thématiques beaucoup plus ciblées. Le plus souvent, une culture scientifique qui est très ancrée dans les pratiques. Et puis, là, j'en ai pas trop parlé. On s'est rendu avec Antoine, encore une fois, au début de l'année, à un congrès autour de la biomécanique. Ça ne parlait que de biomécanique. Et toutes les interventions, c'était principalement des anglo-saxons. Toutes les interventions finissaient en disant on évalue, on mesure, mais en fait, on se rend compte que quand même, ce qui marche, ce qui fonctionne, c'est la proximité avec l'athlète, le lien humain et la relation qu'on construit. Donc ça, c'est un facteur clé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure et j'ai oublié, j'ai parlé de l'événement Atlanta. Dans les rapports, ce qui est dit aussi, encore une fois sur l'efficacité du modèle britannique, les décisions structurantes qui ont amené les performances à Londres et à Rio, elles ont été prises en 90, à peu près. Soit, voilà, vous faites votre calcul, 22 ans avant les Jeux de Londres. Donc, ce n'est pas un scoop. On sait très bien que même si on est très efficace, et pour l'instant, ce n'est pas trop le cas dans les décisions qu'on prend pour s'organiser, on ne réalisera pas cette performance, je pense, personnellement, aux Jeux de Paris. Peut-être plus tard. Et en France, du coup, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Donc là, je vais vous dire, ce n'est pas mon point de vue, c'est ce qui est écrit dans les rapports. Je sais pas encore, je sais que les collègues dans le domaine s'y sont penchés. C'est pas pour faire soit de l'autocongratulation ou de l'autoflagellation, mais c'est pour bien voir ce qui me semble intéressant, c'est quelle est la perception. Ça, je m'arrêtais aussi un moment dessus. Quelle est la perception aujourd'hui des pouvoirs publics de nos missions ? Moi, je suis sidéré, j'ai participé à des réunions interministérielles sur le sujet, je suis sidéré quand je vois le décalage entre ce qu'on fait au quotidien et ce que les gens qui décident de comment on va organiser les choses ont. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. L'innovation technologique est aujourd'hui incontournable, super. Elle paraît indispensable dans les sports où la recherche sur les matériaux a un effet sur la performance, donc on aura l'occasion d'y revenir. L'innovation, le désir d'explorer et le sentiment d'avoir pris un coup d'avance sont un carburant essentiel de la pression positive. Donc ça, c'est issu du rapport de l'inspection générale, plutôt positif sur ces questions innovation, recherche. Et puis avec des recommandations plutôt pragmatiques, par exemple en sport paralympique, essayer de donner déjà les moyens aux sportifs de se procurer le matériel de pointe. Et puis, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, lorsque vous regardez ce qui est, et encore, je n'ai pas tout sorti, ce qui est dit dans le rapport sur la haute performance sportive de nos missions, et il faut prendre du recul évidemment, mais quand vous êtes directeur du labo qui est en charge de ces questions-là, ça vous fait tout drôle.
Je vais pas lire ce qu'il y a écrit, mais si on retient on va dire les critiques, et on peut s'y arrêter, c'est un problème d'organisation, un problème de concurrence qui est négative, entre guillemets, le fait que la recherche ne sert pas la performance, et puis qu'il faut travailler avec des chercheurs qui, eux, seraient contents de travailler avec les fédérations. En fait, quand on discute entre nous et puis avec les collègues, on met un peu tout ça de côté dans notre quotidien, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui existe et qui répond un peu déjà ou complètement à ces remarques, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être plus performant demain, et essayer de plus lire ça demain. Moi, j'aimerais bien que demain, on se dise, en France, oui, on ne met pas les mêmes moyens, mais avec les moyens qu'on a, dans ce secteur-là, finalement, on ne s'en sort pas si mal. Aujourd'hui, c'est peu ou prou mon point de vue. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de retenir ? Des pistes pour travailler pour l'avenir. La science et l'innovation comme des leviers essentiels d'optimisation, donc ça, c'est vraiment, vraiment positif pour nous, même si pour l'instant, dans les décisions structurantes, de mon point de vue, je ne vois pas d'évolution qui nous permette d'envisager, vraiment un déploiement de nos compétences. Le décalage entre la perception et la réalité sur le terrain. La nécessité de structurer, je vais y revenir, ça je pense qu'effectivement on peut être mieux organisé. Ce que nous on perçoit, alors ça c'est une réalité, c'est une sensibilité croissante des acteurs pour l'approche scientifique de la haute performance. Aujourd'hui, dans l'intégralité des fédérations, ce que je constate, c'est que les acteurs ont pris la mesure de l'enjeu et s'organisent. Alors ça, c'est pas évident, mais les compétences scientifiques diffusent, se structurent, avec évidemment une hétérogénéité en fonction des fédérations, mais nous, on voit une évolution extrêmement positive. Alors ça crée aussi des problèmes, parce que la demande augmente, et de l'autre côté, les besoins mis en face, les moyens mis en face ne permettent pas forcément de répondre à tout. Et puis ce qui est aussi très positif, on va voir un peu l'ensemble des initiatives qui sont aujourd'hui prises en France. Il y a un réel vivier sur lequel on peut compter pour avancer sur ces questions. Bon, ça, je ne vais pas forcément y revenir. Vous savez donc qu'il y a une agence qui va s'appeler Performance 2024 qui va en particulier essayer de piloter ces aspects-là. Mais encore une fois, donc nous, on a notre responsable du pôle performance qui fait partie, ou qui participe, ou qui discute avec Performance 2024. À ce jour, il n'y a pas de scientifique dans cette cellule PERF 2024. Donc, pour mieux se structurer, effectivement, moi j'ai beaucoup parlé de l'INSEP, mais on croit beaucoup à la notion de réseau, et je ne vais pas trop y revenir, parce que je crois que vous avez une intervention de Jean-François Robin, que j'ai appelée jeudi ou mercredi, et j'ai bien fait, parce que je vous aurais parlé de choses qu'il a déjà présentées hier. Et je pense que ça, c'est un vrai levier. L'éparpillement des compétences sur le territoire doivent être assemblées, structurées, pour essayer de ne pas refaire les mêmes choses, aussi pour répondre à cette question de la concurrence qui peut-être parfois ne nous permet pas d'être efficace. Dans les sports immatériels, ça c'était quelque chose d'évoqué dans les rapports, est mentionné le CEA de Grenoble, qui a déjà, depuis quelques années, travaillé sur ces questions-là, notamment sur les skis ou sur la détection du dopage mécanique sur le Tour de France. Ça, c'était des choses que j'ai découvert récemment. J'avoue, moi-même, je n'avais pas conscience de ce qui avait été réalisé. Donc des vraies compétences, au-delà d'autres initiatives, telles que Science 2024, dont vous avez certainement entendu parler, qui est portée par l'École Polytechnique, un groupement de grandes écoles qui propose de mettre au service de la performance les sciences fondamentales telles que les mathématiques ou la physique, avec un certain nombre de collaborations qui se sont nouées. Science 2024, dans la conception, en tout cas de PERF 2024, et également celle que l'on porte, c'est un outil qui doit participer au réseau, et ce n'est pas Science 2024 qui embrasse l'ensemble de ce qui est fait. On a rencontré récemment le directeur sciences du CNRS, qui est aussi dans cette logique, essayer d'avoir un ensemble de compétences larges qui brassent des sciences fondamentales aux sciences appliquées, et évidemment dans lequel les STAPS doivent jouer tout leur rôle. Je ne reviens pas sur les STAPS, puisque on a tous connaissance de ce tissu-là. Autre initiative relativement récente, le montage du technosport. On a une intervention d'Arnaud Heiss dans le cadre de la structuration du réseau il y a 2 ou 3 semaines, qui était assez intéressante. Alors avec des moyens, des locaux, des enjeux autour de la recherche, la formation, la haute performance, et un lien très étroit. C'est vraiment une plateforme qui met en relation performance et entreprise. Pardon.
Et dans l'intervention d'Arnaud, on a retenu aussi cette idée que dans ce qui est proposé, ils ont une petite équipe, mais à chaque fois qu'ils abordent un problème, ils essaient de l'aborder de manière globale et pas par discipline scientifique, ce qui leur permet a priori d'être plus efficaces dans leurs interventions. Dans les initiatives aussi récentes, j'ai assisté au mois de mai dernier à l'inauguration du cluster sport, qui va être, dans le cadre du Grand Paris, un groupement d'instituts qui va intégrer notamment le laboratoire d'Evry, autour de la question de l'héritage des Jeux Olympiques, et donc d'essayer d'engager des projets scientifiques qui vont perdurer dans le temps et qui vont permettre de valoriser l'héritage des Jeux. Et une collègue du laboratoire va nous quitter au mois de mars prochain pour piloter cette entité-là. Et donc, l'ensemble de ces acteurs, les STAPS compris évidemment, doivent être rassemblés pour essayer, alors c'est pas nouveau cette notion de réseau, je sais que j'en ai discuté avec Sophie et d'autres lors de ces réunions, c'est absolument pas nouveau, mais j'ai l'impression personnellement qu'il y a un vrai élan. Alors évidemment, il va falloir transformer l'essai, mais cette réunion où vous voyez on était relativement nombreux, doit être, à mon avis, un moment fédérateur pour vraiment commencer à avancer sur des groupements thématiques de travaux, justement, encore une fois, pour répondre à cette question de la dispersion et de la concurrence. Et je pense qu'on va avancer de manière efficace sur cette question. C'est un vrai levier pour l'avenir. Quelques exemples, en tout cas à notre échelle, qui me semblent intéressants dans cette notion de mutualisation. L'UFR STAPS et le laboratoire MIP sont concernés. C'est très récent. Des dispositifs où on essaye de mutualiser les ressources ou les moyens. La Fédération française de cyclisme a son pôle à Saint-Quentin. Une thèse CIFRE se met en place ici au laboratoire à Nantes. Pour faciliter les choses, mettons à disposition le plateau technique de l'INSEP pour limiter les déplacements de matériel. Donc tout ça est conventionné. Ça permet, en tout cas, je trouve que c'est un modèle intéressant qui fonctionne bien. Les retours des entraîneurs sont positifs et je crois qu'il y a eu une intervention de Sylvain sur le sujet hier. Autre exemple, encore récent, avec l'Université de Poitiers et la Fédération française d'aviron, sur l'analyse des chaînes musculaires en aviron, encore une fois, mise à disposition du plateau technique. J'ai parlé des problèmes de moyens humains, mais on a de l'espace, on a des ressources. Venez réaliser vos manips, venez apporter vos compétences, venez travailler avec nous, ou sans nous, si on n'est pas utile à grand-chose, mais au moins, on facilite la mise en synergie, puisque nous, on a la chance d'être au cœur du dispositif. Qu'en est-il de la structuration? Maintenant, je vais faire un petit focus sur l'INSEP. De là où on en est à l'INSEP, le pôle performance, il est structuré aujourd'hui, il a été créé maintenant il y a un peu plus d'un an. Il est structuré ainsi. Vous avez une organisation administrative verticale avec 4 unités, donc le laboratoire que je dirige, l'IRMES, l'unité d'accompagnement à la performance et l'unité du développement numérique. Et aujourd'hui, l'orientation qui est prise, mais ça risque d'évoluer encore un petit peu, mais ça commence à se consolider, c'est l'idée de missions transversales sur lesquelles un certain nombre de collègues vont intervenir, des scientifiques, mais aussi des entraîneurs, des praticiens, des techniciens, des ingénieurs, des développeurs numériques, pour essayer d'avancer sur l'ensemble de ces enjeux. Aussi avec des partenaires extérieurs, sur la direction des sports, PER 2024, les pôles de l'INSEP, le grand INSEP, les universités évidemment, et les entreprises. Je ne reviens pas sur les différentes missions, elles sont affichées à l'écran, et ce n'est pas nécessairement le sujet de mon propos qui va suivre. Petite séquence d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes un laboratoire regroupé. Il faut savoir que donc la recherche à l'INSEP, ça existe depuis le milieu des années 70. En 2007, nous étions 5 laboratoires disciplinaires, informatique, sociologie, psychologie, neurosciences, biomécanique et physiologie. En 2012, le projet qui a été présenté pour la première fois aux instances d'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était structuré ainsi, sur 2 axes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui brassaient très large, mais qui avaient la vocation de rassembler l'ensemble des acteurs du laboratoire sur les différents champs scientifiques, autour de la complexité et des stratégies d'optimisation de la performance. En 2015, année où on a reçu notre premier label comme équipe d'accueil, finalement, c'est relativement récent, la reconnaissance par les instances. On travaillait sur ces 3 thématiques, le stress, la récupération et le geste sportif. Et aujourd'hui, toujours ancré dans une histoire, voilà le projet qui a été évalué en janvier dernier.
Aujourd'hui, nous sommes positionnés sur 3 thématiques. L'optimisation de la performance, qui est finalement le cœur de métier qui revient un petit peu depuis le début de l'existence de ce laboratoire. La prévention de la blessure, dont je vais parler un petit peu plus en détail ce matin. Et puis, un thème transversal autour de l'équilibre de vie du sportif. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, dans la démarche qu'on engage au quotidien, un peu à l'instar de ce qui, encore une fois, était proposé à l'EIS, voilà un petit peu comment on fonctionne. Et c'est là aussi où les ressources humaines jouent un rôle fondamental. L'ensemble des collègues, alors avec des contributions, on va dire, hétérogènes, participent à ces 2 missions, recherche accompagnement scientifique, produire de la connaissance avec des choses qui sont faites classiquement à l'université, et puis des actions plutôt en lien avec les acteurs, les fédérations, autour de la formalisation d'une problématique, des entretiens, des évaluations, du suivi en compétition, voire jusqu'à la construction de projets scientifiques. Et évidemment, un peu un modèle où les deux se nourrissent, les problématiques viennent du terrain, et dans le travail, on peut aussi imaginer que des connaissances issues de la recherche viennent nourrir la pratique. Dans l'ensemble des projets qu'on essaye de réaliser, ce qu'on a essayé de structurer, toujours dans l'idée de mettre en place des processus, c'est l'idée de partir de l'analyse, innover pour transférer ensuite soit des compétences, soit des connaissances, soit des savoir-faire, avec l'idée aussi que nous ne pouvons pas réaliser ce travail dans le temps. À un moment donné, il faut que les fédérations montent en compétences. Je vais passer à quelques exemples et puis je ferai un focus sur la prévention de la blessure. Aujourd'hui, alors je crois que vous avez une intervention cet après-midi ou dans la matinée autour de la question des bourses CIFRE. Aujourd'hui, c'est le mode de financement des projets qui est privilégié, en tout cas en ce qui concerne les thèses. Donc c'est un projet qui est piloté par une collègue qui est maintenant ici à l'Université de Nantes, donc Julie Doron, et qui est portée par la doctorante Chloé Leprince, qui travaille chez nous, et qui est également qui travaille auprès du pôle France féminin de football à l'INSEP. Donc l'idée concerne la gestion du stress individuel et collectif, avec encore une fois dans le process que j'ai décrit, analyser, donc caractériser les stratégies, identifier les antécédents et les conséquences, et puis encore une fois essayer de mettre en place des mesures, des interventions, optimiser avec de l'entraînement mental. Donc c'est des choses que Julie a réalisées en football, mais elle l'a aussi appliquées dans d'autres disciplines comme le basket par exemple. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est le fait d'être intégré au staff qui facilite, accélère très largement le transfert. Vous avez des exemples de bourses CIFRE ici au laboratoire qui sont construits sur ce modèle. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est très efficace. C'est vrai que la proximité avec les acteurs facilite la diffusion des savoirs. Par contre, on a identifié aujourd'hui, maintenant ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on a cette expérience de ces dispositifs avec les fédérations et les entreprises. Ce qui est difficile aujourd'hui pour nous, c'est de pérenniser les dispositifs. On n'aborde pas d'entrée de jeu dans la construction du projet la question de l'avenir professionnel du thésard ou même quelle est la volonté de la structure de pérenniser une cellule recherche. Et je pense qu'il faut le poser d'entrée de jeu pour éviter de se poser la question au bout des 3 ans. Ce qui est aussi un défi, et à mon avis qui est difficile à relever, mais presque impossible à relever, en tout cas quand on discute avec les doctorants, il y a eu des moments où on l'a pris en pleine face, c'est que maintenir à la fois des échanges avec le partenaire, une communication efficace, rendre du délivrable qui est de qualité tout en assurant un travail scientifique de qualité avec les exigences académiques classiques, c'est très compliqué. Quelles opportunités post-thèse? Donc ça rejoint un petit peu la première question. Et puis, ça aussi, c'est un vrai enjeu. Comment mieux consolider les savoirs et les savoir-faire acquis au sein des fédérations? En ce sens, ce qui est construit à la Fédération française d'aviron, le fait d'intégrer d'entrée de jeu dans les projets un lien avec la formation me semble particulièrement intéressant et je pense quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit systématiquement pour qu'à un moment donné, oui, le thésard pourrait intégrer la fédération, mais on pourrait imaginer que les acteurs de la fédération, les cadres, soient eux en capacité de mettre en place les interventions qui ont été développées dans le cadre de la thèse. Je suis en retard, je voyais Bruno se lever tout à l'heure. Non, c'est bon? Pas que je traîne. Ok. Je ne traîne pas. On a démarré en retard aussi. Un exemple à la loupe. Je vous ai dit que je ne parlerai pas de science. Je vais quand même vous prendre un exemple qui me tient à cœur, parce que c'est une activité qu'on a développée récemment et qui, j'espère, va fleurir dans le futur. On s'est intéressé depuis maintenant 4-5 ans à une problématique à l'INSEP qui est la question de la blessure. Aujourd'hui, on l'a posée comme un enjeu majeur dans le programme de recherche. Cet exemple me semble intéressant parce qu'on pose des vraies problématiques
on l'aborde avec des approches méthodologiques scientifiques assez lourdes et ça va jusqu'à, à mon avis, des applications scientifiques qui ne sont pas forcément perceptibles au moment où je vais poser la problématique ou les outils qu'on va utiliser. La question de la blessure dans les activités comme l'athlé ou les sports co, notamment au niveau des muscles postérieurs de la cuisse, les ischio-jambiers, est une problématique majeure avec une incidence très importante et un niveau de récidive aussi très élevé. Et on a du mal, de manière internationale, à régler ce problème. Quelle problématique on pose ? On pose le fait que les outils, les tests qui sont utilisés aujourd'hui pour identifier un risque de blessure marchent relativement mal. Ils ne sont pas assez efficaces. Et ce qu'on pose aussi comme hypothèse, c'est que ces tests globaux, que ce soit des tests de force ou de souplesse, ne permettent pas de renseigner sur les contributions de chacun des muscles à ces indicateurs, que ce soit sur le plan mécanique ou sur le plan de la contribution à la force produite. En d'autres termes, lorsque je me blesse à un muscle, j'ai un test de souplesse ou un test de force avant la blessure. Lorsque le médecin me teste au moment de reprendre et qu'il me donne un feu vert médical, oui, tu as recouvré ta souplesse articulaire, oui, tu as recouvré tes rapports de force. Ça ne veut pas pour autant dire que le muscle blessé a recouvré ses capacités initiales. Peut-être qu'il y a des compensations, peut-être que les muscles synergistes participent à ces compensations, peut-être que d'autres tissus se sont rendus plus élastiques, plus raides, etc., etc. Et donc on part de ce constat en disant, voilà, on va essayer d'aller creuser les hypothèses, notamment autour des coordinations musculaires et des propriétés élastiques. Et donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Simon Avrillon, qui est maintenant lui aussi à Nantes. Ici vous avez l'IRM, on a une chance incroyable à l'INSEP. Depuis maintenant quelques mois, nous disposons d'une IRM, on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique. Et donc on a la chance d'accéder à ces mesures-là. Et donc on peut, par imagerie, reconstruire en 3 dimensions le volume musculaire des ischio-jambiers. Donc c'est ce qu'on a fait auprès de personnes lambda comme vous et moi, et également auprès de sprinters élites. Par des techniques d'échographie également, on est capable d'estimer, donc on calcule le volume musculaire, on est capable également de mesurer le bras de levier au niveau de l'articulation et la surface de section transversale en mesurant l'angle de pénétration, l'angle formé entre les faisceaux de fibres et les aponevroses. Et en mesurant au cours d'une tâche donnée le niveau d'activité EMG, on est capable de calculer un index de couple, c'est-à-dire la contribution de chacun des muscles des ischio-jambiers à la force que vous mesurez lorsque vous faites un test isocinétique, un test sur ergomètre isocinétique. Pardon. Et donc ce qu'a fait Simon, c'est qu'il a regardé sur l'ensemble des 3 muscles des ischio-jambiers la répartition du nombre de participants, du ratio, c'est-à-dire du niveau de contribution du biceps fémoral, du semi-membraneux et du semi-tendineux à la force produite totale par les ischio-jambiers. Et donc ici, à chaque fois, chaque histo représente le nombre de participants. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une variabilité interindividuelle importante. Donc ça, c'était obtenu chez des sujets actifs, pas des sprinters ou des athlètes élites. On a obtenu exactement en tout cas des résultats très similaires chez des athlètes élites, c'est-à-dire une variabilité importante de ces contributions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour produire une même force, on utilise dans la population des stratégies extrêmement différentes, même chez des athlètes qui sont très entraînés, musculairement notamment. Et ce qu'on constate également, lorsqu'on regarde le niveau d'équilibre entre ces contributions, c'est-à-dire est-ce que c'est 33% ou plutôt 60, 30, 10 par exemple, plus ce déséquilibre est marqué entre les muscles, moins on est capable de maintenir une tâche dans le temps. Donc en gros, moins on est performant en endurance. Donc cet équilibre des contributions musculaires est relié à la performance. Et donc c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que lorsque les déséquilibres sont trop marqués, par des contre-mesures, du biofeedback, des entraînements ciblés avec des exercices bien choisis, on pourrait ou pas corriger ces déséquilibres vis-à-vis de la performance. Autre question à laquelle on s'est intéressé, cette fois-ci, l'effet de la blessure. Donc je vais essayer de vous simplifier un petit peu les choses. Ici, vous avez à 20% de la force maximale et ici à 50% de la force maximale, la même chose, c'est-à-dire le pourcentage de contribution du biceps fémoral, du semi-membraneux et du semi-tendineux à la force produite sur le muscle blessé, donc côté blessé, et le muscle non blessé. Ce qu'on constate, c'est une diminution de la contribution
Donc tous les sportifs étaient blessés au biceps fémoral, le même muscle. Lorsque les sportifs sont blessés, le muscle qui est touché voit sa contribution diminuer, tandis que la contribution du semi-membraneux, elle, augmente. Donc, c'est très intéressant, puisque, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer avoir au niveau articulaire des productions de force qui sont similaires. Pour autant, on a des déséquilibres qui s'accroissent entre les muscles, avec potentiellement... ça peut expliquer pourquoi on peut avoir un niveau de récidive élevé, puisque ce muscle-là est moins prompt à supporter la charge après blessure. Je ne vais pas détailler, puisque vous avez une intervention, encore une fois, sur ce sujet-là, mais peu ou prou, on a réalisé la même chose sur les propriétés élastiques des ischio-jambiers chez une cohorte d'une centaine de sportifs, et je crois que Lilian intervient sur le sujet cet après-midi. Alors, on ne s'arrête pas là. Lorsqu'on fait ce type d'évaluation, notamment sur les propriétés élastiques du muscle, on a développé des routines. Là, en l'occurrence, c'est Simon, encore une fois, qui a réalisé ce travail, a développé des routines pour produire des rapports automatisés qu'on transmet le plus vite possible aux entraîneurs. On ne s'arrête pas à envoyer cette fiche et on les laisse se débrouiller. Des entretiens pour discuter des recommandations à mettre en place derrière, soit pour corriger des déséquilibres, augmenter, réduire la souplesse, essayer de proposer des modalités d'entraînement qui permettent de corriger ces déséquilibres, etc., etc. Et puis des perspectives, mais comme le temps file, je vais passer assez vite. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, on essaye de voir aussi quels sont les effets des modalités les plus utilisées sur ces propriétés musculaires. Et c'est un projet qui est porté par un postdoctorant venu de l'Université de Grenade en ce moment. Alors les défis qu'on a extraits, nous, dans ce domaine, c'est les freins techniques au transfert de savoir-faire. Sur ces sujets très, très spécifiques, on a du mal, évidemment, à transférer ces compétences. Elles sont éminemment complexes à acquérir, la preuve. On a aussi du mal à pérenniser les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Concrètement, aujourd'hui, l'ensemble de ces tests, c'est moi qui les réalise, Simon étant parti. On n'a pas renouvelé la personne qui peut gérer cet aspect-là. Quel modèle économique? Je vous ai parlé du GIE. Aujourd'hui, ce sont des intérêts privés et demain, il est question que nous devions payer pour accéder à cet IRM qui se trouve à l'INSEP. Donc, quand on parle d'ambition olympique, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on privilégie les aspects financiers ou les intérêts sportifs? Et puis les moyens technologiques sur lesquels on peut s'appuyer pour développer l'ensemble des outils que je vous ai présentés, notamment les rapports. Petit pas un peu plus global, je vous ai parlé de l'équilibre de vie du sportif. Aujourd'hui, c'est un thème qu'on développe énormément sur les conditions de préparation et d'entraînement. On est en train de réaliser une thèse CIFRE portée par Anissa Loulou sur la question du sommeil. Encore une fois, analyser, innover, transférer. On collabore avec le groupe COFEL qui développe de la literie. Donc l'idée, c'est de voir quelle est la quantité, dans un premier temps, la qualité de sommeil en fonction du sport. C'est un travail qui a déjà été réalisé. Et puis actuellement, regarder les effets de différentes literies, de différents environnements du sommeil sur la récupération. Et peut-être c'est trivial pour vous, les effets sont beaucoup plus intéressants qu'avec les méthodes de récupération classiques. On me fait signe d'accélérer. Donc je vais finir. Je vais passer vite sur ces aspects pas très intéressants, sur les datas. Juste vous dire, pour finir, que sur ce que j'ai posé au départ, voilà le modèle qui est posé dans la littérature sur le transfert de connaissances de la recherche fondamentale jusqu'à l'athlète. Je pense qu'on n'a pas reproduit ce modèle-là, mais, et je pense que c'est vraiment le message positif que je veux diffuser aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la montée en compétences des fédérations. Et finalement, aujourd'hui, le message que j'aurais, c'est on peut être là en soutien pour initier les choses, mais ce qui est important, c'est qu'au sein des fédérations, ces notions de sport scientist ou de scientifiques en recherche appliquée soient intégrées au sein des fédérations, à l'instar de ce qui se fait par exemple au rugby, et que l'Institut des sports doit être là pour initier, mettre le pied à l'étrier, mais qu'à terme, ces fédérations portent ces aspects-là, avec, je redis, les notions de suivi et de process à mettre en place. Désolé si j'étais un petit peu long, Arnaud. Merci pour votre attention. Merci. Eh bien, c'est à vous, vos questions.
Oui, merci Gaël pour ta présentation. J'aurais juste un détail sur la précision sur les chiffres. Là. Taekwondo et natation pour le Royaume-Uni, c'est 36 millions d'euros là. Au total, tu veux dire? Ouais. Mais, sur l'Olympiade. Ouais. Et alors, comment ils peuvent travailler quelques slides avant, tu as dit que le moyen finalement mis en œuvre au Royaume-Uni, c'était les mêmes qu'en France, grosso modo. Alors, je trouve ça un peu contradictoire avec les chiffres sur le taekwondo et la natation. En tout cas, c'est ce qui est affiché sur... alors, attention, les budgets que j'ai présentés, c'est des budgets annuels. Là, ce qui est présenté, c'est pour l'Olympiade. Et je crois que l'EIS ne fonctionne pas sur 4 ans, il fonctionne sur 6 ans. C'est-à-dire qu'ils ont initié le travail 2 ans avant la fin de l'Olympiade en cours. Tu me corriges si je dis une bêtise, mais je crois qu'ils sont restés sur ce modèle-là. Donc, les chiffres que tu vois là, pour le sport, c'est sur les 6 années. Donc, certainement que si tu additionnes ce qui est mis année après année sur les budgets, les 175 ou 174 millions que j'ai présentés, tu dois être à ce chiffre-là. Bon, j'ai pas fait la comptabilité des Britanniques, mais on doit s'y retrouver. Et encore une fois, c'est les chiffres affichés dans les rapports et sur le site de l'EIS. Oui, merci Gaël pour ta superbe présentation. Moi, je voulais partager deux réflexions. Parce que je trouve qu'il y a quand même un aspect très, très récurrent dans le temps autour du questionnement sur ces possibilités de transfert, ou en tout cas cette articulation toujours remise en question, toujours difficile à créer, toujours difficile à pérenniser, etc., entre la recherche fondamentale appliquée, le suivi scientifique, l'entraînement. Et je me posais la question on aborde ces entités, recherche, entraînement sportif, préparation à la performance, comme si c'était des entités relativement homogènes. Or, il y a des traditions culturelles liées aux fédérations qui sont très différentes. Il y a des spécificités techniques, matérielles, technologiques, enfin, tout ce qu'on veut, qui sont extrêmement importantes entre les sports et les fédérations sportives. Et finalement, je trouve qu'on n'aborde pas tellement la question de ces freins, de ces limites, d'une manière assez scientifique. On l'aborde d'une manière managériale, stratégique, politique, mais finalement, est-ce qu'il y a des sociologues et des anthropologues qui aujourd'hui travaillent sur l'appropriation des connaissances scientifiques dans ces communautés de pratique? Quels sont les freins? Quelles sont les limites? Quelles sont les particularités? Bon, donc ça, c'était une première question. Est-ce que finalement, il n'y a pas un objet scientifique est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'étudier scientifiquement cette question-là, qui est posée sur un mode un petit peu différent en général? La deuxième question, c'est est-ce que tu ne penses pas qu'il faut faire une différence entre les besoins de la recherche pour la performance, entre, disons, ce qui peut se prêter à une relation client-prestataire classique? Alors tu l'as un peu dit sur les sports immatériels, ou en tout cas, les chercheurs peuvent trouver des solutions performantes sans qu'il y ait nécessairement une collaboration étroite avec le sportif. Si on travaille sur les états de surface des skis, le sportif, il peut prendre en compte les skis qu'on lui donne en lui disant ceux-là vont glisser mieux. Et puis ceux qui imposent nécessairement une collaboration étroite et une pérennité des relations, comme c'est le cas en préparation physique, en préparation mentale, etc. Donc deux sujets comme ça. Merci. Je te remercie Jacques. En fait, j'ai pas eu le temps. Je sais pas à quelle heure on a démarré, mais normalement ça devait tenir en 45 minutes. Mais justement, je voulais aborder cette question. Merci vraiment pour ta question, parce qu'on a accueilli l'été dernier Aspire, Qatar, donc c'était Tim Cable, qui est l'ancien président de l'ICSS. On a parlé de ce sujet-là, la facilitation, les freins au changement des pratiques. Et aujourd'hui, donc, fort du constat qu'on n'est pas très nombreux, on essaie justement, plutôt que d'essayer de courir après nos concurrents qui de toute façon seront toujours devant nous sur la capacité à faire, essayons de nous interroger sur l'efficacité avec laquelle on passe le savoir ou les compétences. Et donc on essaye de s'équiper, là on a recruté quelqu'un en psycho qui bosse sur la question
induire des comportements de santé par des techniques qui peuvent être très simples ou plus compliquées. Donc c'est une question qu'on se pose. Et on a les collègues en sociologie dans les projets qui sont portés. C'est ce que j'ai mis, favoriser l'appropriation de la démarche par les sportifs. Et puis identifier les leviers de facilitation du changement. C'est des choses sur lesquelles on travaille concrètement. C'est-à-dire que on ne peut pas produire plus. Essayons de comprendre qu'est-ce qui crée les conditions de la facilitation. Et quand on parle de ça à ces collègues-là, ils font « Ah ouais, c'est pas con votre truc ». Parce qu'ils se rendent compte, eux aussi, qu'ils produisent de la connaissance, mais qu'il y a quoi, 5-10% qui est utilisé. J'utilise souvent, il y a des publis là-dessus. Lorsque vous écrivez un article scientifique, il faut savoir que c'est dans les idées nouvelles recherchées par les coachs, c'est moins de 5%. C'est pas du tout le vecteur qui est utilisé. Donc il faut trouver, il faut la relation humaine, des affichettes, immergées dans l'environnement. Enfin voilà, c'est des questions sur lesquelles on travaille. La deuxième question, relation client-prestataire. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse ou d'avoir bien compris la question. Ce que nous, on défend, c'est vraiment cette intégration, pas considérer la recherche et l'accompagnement comme des choses qui sont dissociées. Je retrouve ta question. Oui, le lien matériel, on peut travailler avec des gens qui ne sont pas forcément en relation directe avec les sportifs, oui. Mais attention, c'est ce que j'ai mis à la fin, accompagner l'apport des sciences fondamentales. J'ai parlé de Sciences 2024. Nous, on perçoit déjà des risques qu'on avait identifiés au moment de l'initiation de cette super initiative. Moi, je trouve ça génial. Sensibiliser justement ces acteurs-là à la complexité de la relation, quelle posture adopter, même si c'est sur des aspects matériels, pour rendre leur travail efficace et que les sportifs se l'approprient. Et on prend, je pense, déjà un peu des taquets. J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice, mais voilà, c'est à mon avis des questions sur lesquelles il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter, effectivement. Et je te remercie. Merci. Moi, j'avais juste deux, trois commentaires. Le premier, c'est que finalement, tu as présenté un peu les choses, mais pas tellement du point de vue, je trouve, du milieu sportif et de ces acteurs-là, qui sont, je trouve, de plus en plus organisés. En France, en France aussi, chez nous, dans beaucoup de fédérations, il y a en fait toute une organisation maintenant efficace pour capter de la connaissance, voire monter des projets avec des laboratoires, et que au plus vite, au plus tôt, ça puisse servir à améliorer la performance. Après, j'avais envie, quand je t'écoutais, je me disais, mais ça c'est très français, ce serait bien qu'on arrête de se poser des questions sur structurer, regarder, se comparer, monter un modèle. C'est dans 6 ans, ça bougera pas. Et ça va être bientôt beaucoup trop tard. Ensuite, faut pas se leurrer, en fait, quand on produit de la recherche, mais pas nous en sport, dans le domaine de la santé, entre le moment où il y a une connaissance fondamentale nouvelle qui émerge et le médicament est dans les pharmacies, il faut 10 ans. Et aujourd'hui, entre certaines connaissances qui vont qu'on va pouvoir apporter, même livrer, diffuser dans nos réseaux, et leur appropriation, puis leur effet sur la performance, c'est les jeux de 2032, quoi. Donc heureusement heureusement, je trouve que les fédérations sont déjà bien en place, qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Après, qu'il y ait plus de synergie entre tout ce petit monde-là, mais aussi entre nous. Ça, tu l'as pointé largement. C'est évident que ça serait favorisant. Mais enfin, je trouve que la situation, elle est plutôt... le contexte est plutôt favorable et intéressant en France. C'est le sentiment que j'ai. Parce que finalement, les forces sont assez éparpillées, mais elles sont présentes quand même. Oui, je suis d'accord. Par contre, je l'ai dit, il y a une vraie hétérogénéité. Ce que tu décris, c'est pas vrai partout. Il n'y a qu'à voir, Sophie, tu vois Sophie qui se marre, mais clairement, l'éducation à ces enjeux-là est très hétérogène. Rigole pas trop, Sophie. En fait, c'est un peu là ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que oui, les fédérations, il y en a plein qui sont très structurées, qui ont compris les enjeux, qui sont capables d'aller chercher des moyens et des compétences. C'est pour ça que je disais, je sais pas qu'est-ce que tu en penses par exemple, mais le rôle d'un institut comme nous, c'est d'éduquer, je pense, celles qui veulent s'y mettre. Leur mettre le pied à l'étrier, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour que demain, elles soient autonomes dans ce processus-là. Donc oui, je partage ton point de vue. Merci Gaël, merci à vous. On va clôturer cette